Bonjour à tous, c'est Ambre et bienvenue dans ce nouvel épisode de Myself First, le podcast 100% bienveillance, amour de soi et développement personnel. Crack steps, paint peeling off the stairwell. Landlord vanished. We know that story very well. Mama by the window, eyes on the liquor store. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va parce qu'on se retrouve pour la partie 3 de mes théories sur les hommes. Oui, j'ai toujours des choses à dire. Si vous n'avez pas écouté les 2 premiers épisodes, franchement, je vous mets le lien en bio et je vous conseille d'aller faire un tour parce que, les théories que je vais aborder aujourd'hui, on est d'accord, ça reste des théories purement subjectives, il n'y a rien de prouvé, il n'y a rien de scientifique. C'est seulement des constats que j'ai faits par mes expériences personnelles parce que j'adore analyser les gens, j'adore essayer de comprendre. En fait, moi, quand je fréquente des mecs, je leur pose une série de questions. J'ai tellement de notes sur le fonctionnement des hommes et puis je lis beaucoup là-dessus, sur les relations, etc. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Donc aujourd'hui, je vous partage le fruit de mes études avec cette 3e partie. On va commencer tout de suite. Théorie de la facilité. Les hommes privilégient la facilité au détriment de ce qui leur plaît vraiment. Ça peut paraître surprenant, mais les mecs, ils vont pas toujours aller vers ce qui les attire le plus. Ils vont plutôt aller vers ce qui demande le moins d'efforts, le moins de prise de tête, le moins de temps. Évidemment, il y a des exceptions. Par exemple, s'ils rencontrent une meuf, ils ont un coup de cœur, mais elle se fait un peu désirer. Ils sont capables d'attendre. Ça, c'est assez rare. Faut vraiment se faire désirer. Sinon, les mecs, ils vont vers ce qui est le plus facile, parce que c'est des créatures simples, ils veulent pas se prendre la tête s'ils sont pas sûrs de leur coup, et ils ont raison. Je pense que les filles, on pourrait s'inspirer un petit peu de cette manière de fonctionner. Et l'exemple le plus parlant, c'est en boîte de nuit, ou même dans la vie de tous les jours. C'est pas les top modèles, c'est pas les meufs les plus fraîches qui vont se faire DM ou qui vont se faire draguer. Parce que les mecs, ils se disent, purée, elle est fraîche, elle le sait, elle a confiance en elle, donc j'ai moins de chances de succès avec elle. Ou alors, si je veux un truc avec elle, si je veux la gérer, va vraiment falloir que je charbonne, que je fasse des efforts, que je lui paye des verres, nan. Alors qu'il y a d'autres meufs à côté qui paraissent beaucoup plus accessibles. Ça veut pas dire qu'elles sont moches, hein, mais ça veut dire qu'elles paraissent plus accessibles, plus faciles. Donc ils vont aller vers elles. Donc j'ai fait mes recherches sur ce comportement et j'ai trouvé que en psychologie comportementale, l'être humain cherche naturellement à maximiser la récompense tout en minimisant l'effort et le risque. Et dans un contexte de séduction, le risque principal pour un mec, c'est le rejet. Et ça, l'ego, il le supporte pas. Parce que les hommes, ils ont souvent beaucoup de fierté. Et donc, ils ne supporteraient pas le fait de se prendre un râteau, surtout si c'est en public. Résultat, plus une fille est attirante, plus elle paraît inaccessible et donc plus le risque de rejet est fort. A l'inverse, avec une fille qui paraît plus ouverte, plus avenante, plus accessible, le risque de rejet, il paraît plus faible et donc c'est vers elle qu'on va se tourner. Le choix des hommes n'est donc pas tout le temps guidé par le désir pur, l'attraction, mais plutôt par un calcul coût-bénéfice. Ok, cette meuf, elle est grave fraîche, c'est trop mon style, mais flemme. Ça veut dire que je vais devoir me mettre en concurrence avec d'autres mecs, ça veut dire que je vais devoir faire des efforts, ça veut dire que je vais devoir m'exposer émotionnellement, ça veut dire que ça va prendre du temps, de l'énergie. Flemme. Mais honnêtement, s'il y a des mecs qui m'écoutent et qui réfléchissent comme ça, c'est vraiment un système de pensée bullshit. Parce qu'au final, les meufs fraîches, elles se font aborder par personne. Enfin, si. Les meufs fraîches, et c'est pour ça que des fois on dit, purée, il y a des braquages, comment il a réussi à la gérer? Mais parce que les meufs fraîches, elles se font aborder que par des mecs genre qui ont grave confiance en eux, et c'est pas forcément les plus beaux, mais ils ont du cran en fait. Et elles sont tellement abordées par personne qu'il suffit qu'il y ait un petit mec un peu tchatcheur qui arrive, même si physiquement il correspond pas à ce qu'on attendrait pour cette meuf, c'est le seul qui a essayé de la gérer. Donc il y a un paradoxe comme ça, genre plus t'es fraîche, moins t'es abordée. Encore une fois, il y a des contre-exemples, c'est pas un cas 100% vérifié, mais c'est vrai. La plupart du temps, je trouve que c'est vrai. Ah oui, et évidemment, tout ce que je suis en train de vous dire, je l'ai vérifié auprès de mes potes, de mes proches, etc. pour être sûre que c'est pas trop du bullshit, quoi. Donc là, cette théorie, elle est validée. Mes potes, ils m'ont dit, mes potes mecs, hétéros, ils m'ont dit, oui, c'est vrai. Quand on n'a pas envie de se prendre la tête, on va pas vers la plus fraîche, on va vers celle qui paraît le plus facile. Et ça, c'est une petite théorie qui peut être rassurante quand t'es une meuf et que tu te dis, mais pourquoi tous les mecs me regardent, mais il n'y en a aucun qui vient me parler. Et c'est parce qu'on est trop fraîche en fait. On leur fait peur. Et c'est exactement la même chose sur Instagram. Je ne réponds plus à mes DM
parce que trop de fois, il y a des petits mecs qui viennent m'envoyer un message. Ils sont plutôt mignons, donc je leur réponds. Et pendant 2-3 jours, on parle, mais H24. On a un trop bon feeling, etc. Et puis du jour au lendemain, ils me ghostent. Et je me suis toujours demandé, mais pourquoi ? 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Pourquoi en fait ? On s'entend bien, si tu m'as DM, c'est que tu me trouves fraîche et tout. Et j'ai posé la question évidemment autour de moi, ce à quoi on m'a répondu. Ouais, mais des fois, on vous DM juste pour voir si on peut vous gérer. Donc en gros, le mec, il vient, il t'envoie un message, il se dit, ah, je sais que je peux gérer cette 10 sur 10, cette grosse frappe atomique. Mais maintenant, si je veux aller plus loin, ça veut dire qu'il faut que je l'emmène au resto. Ça veut dire qu'il faut que je m'implique, encore une fois, émotionnellement. Ça veut dire que ça va prendre du temps, de l'énergie et tout, patati patata. Et donc, il y a des mecs, ils veulent juste, une fois qu'ils ont capté qu'ils peuvent te gérer, ça leur suffit. Genre, ça fait du bien à leur ego. Et ils vont pas aller plus loin. Et toi, tu te retrouves, mais mec, t'avais ta chance avec moi, en fait. Deuxième théorie. Ça, c'est un TikTok que j'ai fait qui a percé et je me suis faite plagier sur ce TikTok. Il y a une meuf, elle a repris mon TikTok, cette théorie que je vais vous dire là, mot par mot. Et c'était il y a quelques jours. J'ai vu ça quand j'étais dans l'avion en revenant de Marrakech. J'avais téléchargé des vidéos TikTok pour les regarder en mode avion. Je vois que la meuf a repris ma vidéo mot par mot. Et je vous jure, dans ma tête, donc je pète un câble. Parce que moi, mes vidéos, je les écris en fait. C'est du temps. Et elle se permet de pomper mon travail. Et j'étais en furie dans l'avion. Sauf qu'il me restait 2 heures. Je pouvais rien faire. Donc, là, j'ai vu une opportunité. Je me suis dit, je vais faire le buzz. Je vais dire à tout le monde qu'elle m'a plagié. Ça, c'est le genre de truc qui marche sur TikTok. Je vais faire des millions de vues et tout. Je vais avoir plein d'abonnés. Et après, je me suis calmée. J'ai écouté de la musique classique. Ça, c'est une petite technique. Musique classique, ça marche très bien pour se calmer. Et j'ai décidé d'être mature. Et je lui ai envoyé simplement un message sur TikTok en lui disant « Écoute, j'ai vu que tu avais plagié ma vidéo, s'il te plaît, retire-la. » Et voilà, l'histoire s'arrête là, elle a supprimé la vidéo, elle s'est excusée, elle a admis qu'elle m'avait plagié littéralement. Mais j'étais très fière de ma réaction parce que je vous jure que quand ça arrive, j'ai rarement été aussi énervée de ma vie. Mais bref, sans plus attendre, je vous donne cette théorie, cette vidéo qui m'a valu autant de succès au point d'être copiée, mais jamais égalée. C'est la théorie des 5 catégories de femmes. Car oui, les hommes classent les femmes selon 5 catégories. Dans l'imaginaire collectif, on aime bien penser que soit ils t'aiment pas, et basta. Mais dans les faits, c'est beaucoup plus subtil que ça. Je fais une précision très importante, c'est que ce classement ne définit pas la valeur objective d'une femme, mais plutôt la façon dont elle est perçue par l'homme. C'est-à-dire que tu appartiens à différentes catégories selon les mecs. Tu peux être dans une catégorie pour un mec et dans une catégorie pour l'autre. Toi, en tant que personne, tu n'appartiens à aucune catégorie. Voilà, encore une fois, on se met du point de vue du mec. Première catégorie, tout en bas de l'échelle, on retrouve la meuf désespérée. C'est cette fille qui a vraiment une énergie de manque, une énergie de désespoir, on sent toutes ses insécurités. Le mec, il sent que vraiment, il peut la manipuler parce que dans tous les cas, elle fait tout ce qu'elle peut pour obtenir la validation des hommes, pour obtenir leur attention, leur affection, parce qu'elle manque d'amour envers elle-même. Et comme elle est facile à avoir, puisqu'elle se contente du minimum, elle est pas intéressante. Surtout pas sur le long terme. La deuxième catégorie, c'est la fille bon moment. Ça, c'est vraiment le genre de relation qu'un mec entretient avec une meuf qu'il kiffe. Vraiment, c'est son style, ils s'entendent trop bien ensemble. Au lit, c'est cool, etc. Genre, il l'apprécie, mais pas assez pour officialiser. Il se mettra jamais vraiment en couple avec elle, mais elle sera toujours un petit peu dans sa vie. Genre, c'est son flirt titulaire. C'est-à-dire, il va avoir plusieurs flirts. Des fois, il va se mettre en couple, mais entre ces périodes un petit peu de célibat, c'est elle qui va recontacter parce qu'elle est toujours là. La troisième catégorie, c'est la fille assez bien. Cette fille, elle est sympa, elle est jolie, elle est assez bien pour qu'il se mette en couple avec elle. Mais elle est pas assez bien pour qu'il lui donne le princess treatment, pour qu'il s'investisse pleinement, pour qu'il tombe amoureux, pour qu'il fasse des efforts pour elle et pour la relation. C'est clairement pas la meuf avec qui il va finir sa vie. Mais voilà, ça peut être un bon pansement ou un bon passe-temps. En tout cas, voilà, c'est pas l'histoire d'amour de fou. La quatrième catégorie, c'est la fille de ses rêves. Alors elle,
c'est clairement le genre de meuf pour qui le mec il va avoir un coup de cœur. Ça s'explique pas. C'est peut-être pas forcément physiquement ou mentalement le genre de meuf vers qui il serait allé de base, mais ensemble ils vont vivre une histoire passionnelle. Elle est alignée avec lui, ils ont les mêmes délires, ils ont une complicité de fou. Vraiment, c'est un peu comme le premier amour qu'on n'oublie pas. Et d'ailleurs, c'est une fille qu'il n'oubliera sûrement jamais. Et si il fait de la merde avec elle, il le regrettera toute sa vie. Et voilà, c'est le genre de meuf pour qui le mec va changer du tout au tout. Genre, si c'était un gros charreau, et ben il va se caser avec elle et basta. Et la 5e catégorie, c'est la plus redoutable parce que c'est la fille qui est trop bien pour lui. Quand il la gère, il fait un braquage et il sait qu'il fait un braquage. Clairement, il se rend bien compte qu'il n'a pas les épaules pour la gérer. Mais il l'utilise pour flatter son ego. C'est un peu la meuf, enfin c'est totalement la meuf trophée. Sauf que c'est aussi la meuf qui le met face à toutes ses insécurités parce que elle est fraîche, elle est admirée par les meufs, par les mecs. Elle réussit dans sa vie et donc elle le ramène à tout ce que lui n'est pas. Parce que quand tu gères la meuf de tes rêves et que t'estimes qu'elle est trop bien pour toi, c'est que t'as pas assez confiance en toi. Et généralement, c'est le genre de meuf qui va se retrouver avec des bouffons qui vont tout faire pour leur enlever la confiance en elle. Leur confiance en elle. Clairement, il va finir par l'humilier, par lui manquer de respect et par la tromper pour montrer aux autres ouais, tu vois, maintenant que j'ai géré une meuf comme ça, en fait, j'en fais ce que je veux. Et après, les mecs, ils vont prendre la confiance. Faut pas laisser leur chance à des petits ploucs. Parce qu'après, ils prennent la confiance, ils croient qu'ils peuvent gérer qui ils veulent. Juste parce qu'une fois, il y a une badise en crise existentielle qui lui a laissé sa chance. Mais non, faut qu'il redescende sur terre. Donc les filles, si un mec n'est pas à votre niveau, ne n'y prêtez même pas attention. Parce qu'on peut tomber dans le piège très très vite. Ces 5 catégories, évidemment, c'est pas des vérités absolues, mais c'est plus une grille de lecture pour comprendre comment réfléchissent les mecs. Et se dire que c'est pas parce qu'il est avec toi qu'il est amoureux. Par exemple, pour la fille assez bien, il est en couple avec, mais le jour où il trouve une meuf mieux, il va à la tèche pour elle. Pareil, si t'es la meuf trop bien pour lui, t'es clairement en couple avec ton ennemi. Et il va te le faire savoir. Donc la vraie question à se poser, c'est pas dans quelle catégorie je suis, mais plutôt à quel homme j'ai affaire. Dans quelle catégorie est-ce qu'il me met? Quelle valeur j'ai à ses yeux? Et est-ce que j'ai envie d'être avec un mec qui m'estime assez bien pour coucher, mais pas assez bien pour se poser dans une relation sérieuse? Est-ce que j'ai envie d'être avec un mec qui me dénigre à chaque fois que je lui parle de mes réussites? Voilà, je pense que c'est intéressant de le voir de ce point de vue-là. Troisième théorie, celle-ci pour le coup, elle est scientifique. C'est la théorie du pot de yaourt. C'est une théorie qui a été popularisée par Titiou Lecoq dans Le couple et l'argent. Et il décrit un mécanisme très simple, c'est que dans les couples hétéros, l'organisation financière apparemment égalitaire peut produire sur le long terme un appauvrissement relatif des femmes et un enrichissement des hommes. Bon, on va pas revenir sur le débat autour de l'égalité salariale, mais j'avais déjà parlé de cette théorie dans mon épisode sur est-ce que c'est gênant d'avoir un mec, en disant qu'on est très bien seul, célibataire, et on est surtout plus riche quand on est une meuf célibataire sans enfant. Pour vous expliquer comment fonctionne cette théorie, on va prendre l'exemple de Roméo et Juliette. Roméo et Juliette sont en couple, les deux travaillent et décident de partager les dépenses à 50-50. Jusque-là, why not? À la naissance d'un enfant, Juliette réduit son temps de travail à 80%. Donc déjà, il y a une perte de salaire. Le couple conserve pourtant la règle du partage égal des frais. Alors qu'elle travaille moins, donc elle gagne moins. Mais ok. Quelques années plus tard, Roméo achète une voiture financée par son salaire, puisqu'il a eu le temps d'économiser, Roméo. Et puis, Roméo, on va dire aussi que c'est lui qui achète l'appartement. Et donc lui, tous les mois, il rembourse le prêt de l'appartement. Et il rembourse le prêt de la voiture. Pendant ce temps-là, Juliette, on est d'accord, elle va payer, je sais pas, l'électricité, les courses, l'essence, etc. Et c'est 50-50, c'est 50-50. Mais quand ils se séparent, Roméo et Juliette, qu'est-ce qui se passe? Eh ben Roméo, il garde la voiture parce que c'est lui qui l'a payée. Et puis il garde l'appartement parce que c'est aussi lui qui a remboursé les prêts. Et pendant ce temps-là, Juliette, qu'est-ce qu'elle a coffré? Rien. Et elle se retrouve ni avec une voiture, ni avec un appartement, ni avec de l'épargne. Elle se retrouve avec ses courses pourries là, et ses pots de yaourt vides. Donc je vais faire un épisode un jour sur le 50-50, parce que je pense que c'est la chose la moins égalitaire
de cette planète. 50-50, c'est si les deux personnes gagnent les mêmes revenus. Quand je dis que je trouve ça normal que mes flirts me payent le resto, me payent les activités, c'est parce que les gars que je fréquente, ils sont plus âgés que moi, ils sont en CDI, et alors, mais je trouverais ça honteux que tu fasses payer le resto à une meuf qui est plus jeune, qui est étudiante, alors que toi, genre, t'es déjà en place dans la vie. Donc ce serait pas égalitaire de dire on fait 50-50. Il faut pas chercher l'égalité, il faut chercher l'équité. Prochaine théorie. Alors elle, j'en suis fière. Parce que c'est ma vidéo qui m'a fait percer sur TikTok. Elle a fait 2 millions de vues et j'ai gagné 10 000 abonnés grâce à elle. Et franchement, tous les jours, j'ai encore des commentaires sur cette vidéo. D'ailleurs, venez me suivre sur TikTok tous les jours. Je poste des petits réels. Voilà, si je vous manque dans la semaine, vous venez regarder mes petits réels ou mes petits shorts sur YouTube. Mais voilà, moi, je veux des abonnés TikTok, donc venez me follow sur TikTok. Et voilà, mais c'est la théorie de la Madone et de la putana. La théorie de la Madone et de la putain. C'est une théorie qui est inspirée de la pensée freudienne et qui explique que les hommes ne peuvent ni aimer une femme qu'ils désirent, ni désirer une femme qu'ils aiment. Tout a commencé quand je discutais avec le mec de Lyon, là, le gros toucard, et que un jour il me dit, bah tu vois, enfin on parlait de sexualité, il me dit, bah tu vois mon ex, moi je la respectais de ouf au lit, je lui faisais pas des trucs que je fais à d'autres meufs, etc. parce que je l'aimais trop, tu vois, donc j'arrivais pas à la sexualiser, j'arrivais pas à être violent avec elle. Et je me suis dit, mais enfin, pourquoi tu t'empêchais, parce qu'il avait beaucoup de fantasmes et tout, et je dis, mais pourquoi tu t'empêchais de faire ça avec ta meuf? Au contraire, ça aurait dû être encore plus cool avec elle. Et il a dit, non, vraiment, je l'aimais trop, je la respectais trop, donc je n'arrivais pas à la sexualiser. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi le rapport entre l'amour et la sexualité? Et bah la réponse elle est toute trouvée, c'est la théorie de la Madone et de la putain. En gros, les mecs ils scindent les meufs en 2 catégories. Encore des catégories. D'un côté, on a la Madone. C'est la meuf bien. C'est la meuf faible body count, discrète, douce, simple. Vraiment la bonne mère de famille, la fille que tu présentes à tes parents, que tu affiches en société parce que elle a pas de réputation, vraiment elle est lisse. Et de l'autre côté, t'as la putain. C'est la meuf sexy, la meuf romantique avec une personnalité, des fois qui est un peu too much, mais en vrai c'est avec elle que tu kiffes le plus. Mais bah tu l'assumes pas. T'assumes pas parce que peut-être elle a un gros body count et toi ça te pose problème. T'assumes pas parce que bah elle te tient tête et toi t'as besoin que ta meuf elle soit un peu soumise. Disons-le. Disons-le. Il y a plein de mecs qui préfèrent que leur meuf soit soumise. Et donc, les mecs, ils vont s'amuser avec les putains et se marier, se poser avec les madones. Tout ça pourquoi? Pour l'image sociale. Parce que s'il n'y avait pas toute cette pression, que les mecs se mettent eux-mêmes autour de leur statut, de leur image, tout le monde finirait avec une putain. Sauf que respect et désir, ça devrait pas être incompatible, mais il y a beaucoup d'hommes qui associent encore le sexe à quelque chose de sacré, comme si à chaque fois qu'ils touchaient une femme, elle devenait sale. Mais si quand tu touches une femme, elle devient sale, c'est que tes mains, elles sont crades en fait, c'est pas elle le problème. Mais je pense que derrière le mot respect, je pense qu'il y a surtout la peur de la perte de contrôle. Il y a beaucoup de mecs qui n'ont pas les épaules en fait pour être avec une fille qui s'assume, qui kiffe sa life, qui fait ce qu'elle veut et qui s'en fout du regard des autres. Et socialement, ça défavorise à la fois les hommes et les femmes. Parce que les hommes, ils vont finir par se mettre avec une madone. Pour le statut, encore une fois, pour le regard des autres, voilà, j'ai ramené une meuf bien à la maison. Mais du coup, ils vont pas réussir à la sexualiser. Il y a des histoires comme ça, où il y a un mec qui voulait pas que sa femme lui fasse de fellation parce que il disait que c'était la bouche avec laquelle elle allait faire des bisous aux enfants. Mais ton zizi, il est si sale que ça, en fait. Donc les mecs, ils vont se mettre avec des madones pour l'image, sauf qu'il va leur manquer ce truc de sexualité. Et donc ils vont aller tromper leur femme avec des putains, justement. Et c'est dommage parce que tu pourrais à la fois avoir une madone et une putain. Si les hommes arrêtaient de dissocier le respect, l'amour, le désir, la sexualité, et qui comprenaient qu'on peut vraiment aimer une femme, la respecter et la désirer en même temps, mais ça irait beaucoup mieux, on se poserait beaucoup moins de questions. Mais évidemment, ça défavorise également les femmes, ce système de pensée, parce que mais il y a un poids de conditionnement
énorme. On nous apprend à la fois à être désirable, parce qu'il faut qu'on soit attirante, il faut qu'on trouve un mari, mais pas trop quand même, parce que sinon t'es mise dans la catégorie de putain, et personne ne va marier une putain. J'ai sondé un petit peu les mecs autour de moi par rapport à cette théorie, et on m'a répondu quelque chose. C'est pas qu'on vous sexualise pas quand on vous aime, c'est qu'on pense pas seulement à vous baiser. Et c'est là que ça a fait tilt, c'est que en fait j'ai réalisé que les hommes et les femmes on vit vraiment pas le sexe de la même manière. Quand t'es une meuf, plus tu kiffes un mec, bah plus t'as envie de lui. Enfin moi je me souviens, mais là mon mec d'Italie là, j'étais tellement piquée, je le kiffais de ouf, et c'était la première fois que j'avais envie d'un mec, que vraiment mon désir, en le voyant, j'avais envie de lui, et le sexe c'était quelque chose de magique parce que je le kiffais trop, donc j'avais envie de lui tout le temps. Mais chez les mecs, j'ai l'impression que c'est l'inverse, genre plus tu kiffes une meuf, moins t'as envie d'elle en fait. Parce que quand un mec aime une meuf, elle devient sacrée et donc intouchable. Voilà, Madone, putain, deux archétypes totalement opposés, et à force de différencier ces deux personnages, bah les mecs ils arriveront jamais à avoir de relations stables en fait. Et nous, les meufs, on finit par croire qu'on doit choisir entre être respecté ou être désiré. Mais sachez que le vrai amour ne tue pas le désir, il le rend encore plus intense, encore plus profond. Évidemment que tous les mecs ne pensent pas de cette façon, et que quand il t'aime vraiment, il te met pas dans une case. Et quand il t'aime vraiment, il va te faire plein de fois l'amour parce qu'il comprend que le sexe, ça n'a rien à voir avec la dignité ou le respect ou je sais pas quoi. Le sexe, c'est juste genre la fusion de deux corps. Il faut vraiment être amoureux pour comprendre ça. C'est beau, quoi. En fait, c'est beau quand tu fais le sexe avec une personne que t'aimes. Prochaine théorie, la théorie de l'homme amoureux. Pour qu'une relation soit solide, il faut que ce soit l'homme qui aime en premier et qui se batte pour avoir celle qu'il veut. Ça, c'est vraiment un constat que j'ai fait de mes propres yeux. J'ai remarqué autour de moi que, même pour moi, que les mecs qui m'ont le plus kiffé, c'est ceux qui se sont le plus battus pour m'avoir. Même si à la base, vous voyez mon crapaud de janvier, lui à la base, il voulait rien de sérieux. Et ça tombe bien, moi je voulais rien du tout. Mais en fait, comme je lui résistais, il a pas supporté ça. Et il a fait en sorte, il a fait plein d'efforts pour m'avoir. Il a changé, il a mis de l'énergie, il s'est investi dans la relation et tout. Je lui en ai fait voir un peu de toutes les couleurs aussi, mais il était arrivé à un point où vraiment il était piqué parce que justement je m'étais faite désirer, parce qu'il avait dû se battre pour moi. Et je sais pas si je vous l'avais dit, mais il a sorti la phrase Ambre, j'ai fait trop d'efforts pour toi, là il n'y a plus de retour en arrière, c'est obligé que ça marche, j'ai pas fait tout ça pour rien. Et quand il en arrive là, c'est que vraiment il va pas te lâcher. Moi j'ai un peu ce truc de, si je sens dès le début que le mec il est pas à fond, qu'il est pas amoureux, limite qu'il a pas eu un coup de cœur, qu'il est pas obsédé par moi, je me dis ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Et en fait non, j'essaye de switcher mon mindset là-dessus en me disant qu'une relation en fait ça se construit avec le temps. Mais moi j'ai trop été habituée à ce que le mec me veuille, je le fasse galérer pendant des années, des fois. Et que, je me mettais jamais avec lui, mais ça renforçait son amour. Et ça renforçait mon emprise sur lui. C'est ça que j'aimais bien, parce que j'étais une grosse folle. Et voilà, j'ai même une copine qui s'est mise en couple. Le mec a mis 8 mois pour l'avoir. Donc en 8 mois, il a eu le temps d'être amoureux. Parce qu'en fait, plus tu te bats pour quelque chose, plus tu te rends compte de sa valeur. Et donc plus, une fois que tu as la chose, tu veux plus la laisser partir en fait. Voilà, c'est ma petite théorie. Je pense que les mecs, ils fonctionnent pas mal au coup de foudre, en vrai. C'est pour ça, dans ma tête, les mecs, ils fonctionnent au coup de foudre. Ça veut dire que si je sens qu'il a pas eu le coup de foudre pour moi, je suis en mode merde, ça veut dire... En fait, ça me rassure, moi, qu'on m'aime dès le début. Mais parce que, vous savez, toutes mes insécurités. En fait, vous savez, là, je fréquente des mecs. Non, je fréquente... Attendez. Non, mais j'ai quelques flirts, mais c'est tellement dangereux parce que je me rends compte que je me livre totalement sur cette chaîne de podcast et il suffit de lire mes articles, il suffit d'écouter quelques podcasts pour me connaître, pour pouvoir me manipuler, pour connaître toute ma vie, pour tout savoir de moi. Et donc, finalement, à trop me confier à vous, je finis par perdre de mon mystère, quoi. J'ai l'impression de donner aux mecs les clés, mais est-ce qu'il y en a vraiment qui écoutent mes épisodes ? Je sais pas. I don't know. Bref, je m'éparpille, mais tout ça pour dire que
J'ai l'impression qu'il faut bien faire galérer un mec pour qu'il tombe amoureux. Et aussi, un truc de fou, plus t'es une connasse avec les mecs, plus ils te kiffent. Ça, c'est vraiment... Enfin, je sais pas, les mecs, ils ont un truc avec le rejet, ça devient un challenge. Tu leur dis non, ça devient un challenge. On va terminer avec la dernière théorie. C'est la théorie du voyage. Pour qu'un homme passe de gamin à mature, il faut qu'il parte en voyage tout seul. En fait, il faut qu'il ait un truc d'autonomie, d'indépendance. Ça peut être juste, il change de ville et il a son premier appart tout seul. Mais pour l'avoir remarqué, par exemple, avec mon cousin, c'était un mec, en plus, il venait de se séparer de sa meuf, donc il se posait beaucoup de questions sur lui, il n'avait pas vraiment confiance en lui. Donc il était beaucoup dans le jugement, beaucoup dans les blagues méchantes, beaucoup dans des choses très injustes, avec ses idées toutes faites sur les femmes, sur la société, sur ça. Et le mec, il est parti 6 mois faire un échange au Canada, il est revenu, mais il était transformé. Même physiquement, ça se voyait, il avait pris en maturité, il était beaucoup plus posé, beaucoup plus ouvert d'esprit. Et j'ai étendu ce constat à d'autres personnes autour de moi et je me suis rendu compte que pas seulement le fait de prendre l'avion, mais de vivre un isolement, d'être loin de sa famille, loin de ses repères habituels, en fait, ça te forge. Mec comme meuf, évidemment. Mais pour les mecs, c'est plus flagrant. Le mec de Lyon, là, je crois que ça fait presque 2 ans qu'il est en Australie. Et je me dis, mais je suis sûre que là, si on avait un échange, je le trouverais beaucoup plus intéressant. Alors, il va jamais rien se repasser avec lui. Je me le promets à moi-même, parce que sinon, vraiment, ce serait de l'irrespect envers ma personne. Mais je pense qu'il serait beaucoup plus tranquille. Sauf si c'est vraiment un gros con. Mais voilà, le fait de voyager seul, ça impose d'être autonome. Et ça fait vraiment une prise de conscience. J'encourage tout le monde à faire un petit truc tout seul. Que ce soit un week-end, une semaine ou partir carrément 3 mois à l'autre bout du monde, ça te change. Bref, voilà mes théories. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Dites-le moi en commentaire. Dites-le moi sur Instagram. Venez me suivre d'ailleurs sur tous mes réseaux sociaux. C'est important si vous souhaitez soutenir une petite créatrice comme moi. C'est important de liker et de commenter. Je sais que ça paraît chiant quand les gens vous le demandent, mais c'est parce que pour l'algorithme, c'est très important. Et donc, il suffit d'un petit commentaire, même juste un cœur. Et moi, ça me fait monter mes vues et tout. Et après, on pourra faire des trucs cool et tout. Bref, j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous! Crack steps, paint peeling off the stairwell. Landlord vanished, we know that story very well. Mama by the window, eyes on the liquor store.